Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition dont elles sont les faits saillants. Le chef de l'État a présidé ce matin la 14e séance du Conseil des ministres. Et en ce qui fait la une de l'actualité internationale, les Américains ont commencé à voter pour désigner leurs députés et sénateurs. Bonsoir à tous. Le Conseil des ministres s'est tenu ce matin sous la présidence du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, où s'est tenue donc la 14e séance du Conseil des ministres où 6 questions inscrites à l'ordre du jour ont été examinées. Le ministre de l'Enseignement supérieur a pour sa part d'abord fait le point au Conseil sur la rentrée universitaire 2018-2019, indiquant que 3354 étudiants et étudiantes ont rejoint cette année les différentes facultés de l'Université de Djibouti et sont au total 10 241 étudiants inscrits. Des filières d'excellence ont été créées, leur accès se fait sur concours. Le ministre de l'Énergie a également fait une communication au chef de l'État, au Premier ministre et aux autres membres du gouvernement sur la mise en place d'un programme dit de transition énergétique où l'on réduira fortement la consommation d'énergie fossile pour passer aux énergies renouvelables. Le ministre a également évoqué les efforts menés pour l'électrification des régions et les différentes localités. Le Conseil des ministres a ensuite examiné un projet de loi relatif à un prêt contracté auprès de l'Association internationale de développement d'un montant de 2 milliards 500 millions de nos francs, et ce afin de réduire le retard de croissance constaté chez certains enfants. Suivant la première partie du compte rendu du porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 14e séance du Conseil des ministres en ce mardi 6 novembre 2018. Était inscrite à l'ordre du jour 6 questions. La première question est relative à une communication sur la rentrée universitaire 2018-2019, présentée par le ministre de l'Enseignement supérieur. La rentrée universitaire a eu lieu donc le 23 septembre 2018. Le nombre de nouveaux bacheliers inscrits en première année à l'université est de 3350 étudiants, avec respectivement 3042 étudiants francophones et 312 étudiants arabophones. Le nombre total des étudiants de l'Université de Djibouti inscrits cette année 2018-2019 est de 10 241 étudiants répartis sur les 7 facultés de l'université. Faculté des sciences, de droit et de l'économie, gestion, faculté des lettres, faculté des langues et des sciences humaines, faculté de médecine, faculté d'ingénierie, ainsi que les 2 instituts universitaires des technologies tertiaires et celui des technologies industrielles. Ces 7 composantes pédagogiques proposent 23 formations professionnalisantes réparties dans les 2 IUT et 18 licences généralistes proposées par les 3 facultés. À cela s'ajoutent 3 filières d'excellence avec des effectifs très réduits et dont l'accès se fait sur concours. La faculté d'ingénieur et la faculté de médecine, la faculté de droit et faculté donc d'économie et de gestion. À l'Institut des sciences de la santé, le nombre d'étudiants est 265 répartis sur 5 départements. Ces départements ou filières sont donc la filière des sages-femmes, la filière des infirmiers, infirmières, des techniciens de laboratoire, des préparateurs en pharmacie et des ambulanciers. En 2018, l'Institut des sciences de la santé a diplômé 63 techniciens supérieurs et techniciens de santé. Les effectifs de l'ISSS ont évolué de 137 étudiants en 2015 à 314 en 2018. La deuxième question concerne une communication sur le développement des énergies renouvelables présentée par le ministre de l'Énergie. Dans sa politique énergétique, notre pays s'est engagé sur un programme de transition énergétique pour passer d'une énergie consommée à 100% thermique aux sources d'énergie renouvelable d'ici 2020. En effet, les potentiels combinés du pays sont estimés à plusieurs milliers de mégawatts et s'articule principalement autour de la géothermie, 1000 MW, de l'éolien avec des vitesses de vent pouvant atteindre près de 14 mètres secondes sur certains sites, mais aussi du solaire avec un ensoleillement global estimé à 2400 kW par mètre carré et par an. À cela s'ajoute un excellent potentiel d'énergie marémotrice exploitable. L'interconnexion avec le réseau éthiopien
a permis de diminuer l'importation du mazout depuis 2011. Cependant, les secteurs des ménages et du transport ont provoqué l'augmentation de la consommation des autres produits pétroliers tels que le gazole et le kérosène. À Djibouti, l'accès à l'énergie constitue un important défi pour le développement du pays. Dans les zones rurales, 3 villages sont alimentés actuellement par des mini-centrales solaires. Il s'agit de Ali Adailou et As'ela. D'autres villages tels que Sankal, Gourabous, Karta, Omarjaga, Leïta, pour ne citer que ceux-là, seront également équipés en kit solaire. Ils sont déjà équipés en kit solaire. L'efficacité énergétique reste un domaine qui présente beaucoup de lacunes. La perte énergétique survenant dans la période estivale, où la climatisation est mal utilisée et mal gérée. Une fois ces énergies et ces sources pérennes d'énergie renouvelable seront développées, la question du prix du kilowatt sera certainement au centre des discussions afin de pouvoir réduire ces prix du kilowatt sensiblement, ce qui représente un lourd fardeau sur les budgets des ménages. La troisième question est relative à un projet de loi portant ratification de l'accord de financement pour le projet En marche vers zéro retard de croissance chez l'enfant à Djibouti. Cet accord de prêt conclu avec l'Association internationale de développement a un montant donc prévu de 2,5 milliards de francs Djibouti. Ce financement contribuera à la réduction du retard de croissance chez l'enfant de moins de 5 ans via l'amélioration des services de santé et de nutrition. Il sera mis en place tout au long de la mise en œuvre du projet un Conseil national de nutrition qui aura pour but de veiller au plus haut niveau à la coordination et à la prise de décision concernant les actions multisectorielles afin de lutter contre les différentes formes de malnutrition. Et le Conseil s'est ensuite penché sur la mise en place de l'Agence nationale de la promotion de la qualité qui sera sous tutelle du ministère du Commerce. La mairie de Djibouti s'est vue en outre attribuer des parcelles de terrain pour la mise en place des parcs auto sur la route nationale 1 et sur la route de Venise. Puis un projet de décret a été pris. Il concerne la désignation de hauts cadres à des postes de responsabilité. Ainsi, M. Abdelrazak Ahmed Idriss a été nommé secrétaire général du ministère de l'économie. Le point nous est fait par le porte-parole du gouvernement. Quatrième question est relative à un projet de loi portant adoption du système national de normalisation et de promotion de la qualité. Ce projet de loi instaure un système djiboutien de normalisation et de promotion de la qualité. La mise en place d'un cadre juridique dans ce domaine obéit à des impératifs de développement socio-économique de notre pays et à la volonté politique du gouvernement à bien réguler et assainir l'économie nationale. Pour ce faire, ce texte de loi prévoit la mise en place d'un organisme national de normalisation dénommé Agence djiboutienne de normalisation et de promotion de la qualité, une structure publique placée sous la tutelle du ministère délégué au commerce. Cette agence est chargée de l'élaboration et l'homologation de la diffusion des normes facultatives ou rendues obligatoires et d'en informer les professionnels et le grand public. L'agence va gérer la marque nationale de conformité aux normes djiboutiennes représentées et grâce aux efforts considérables donc déployés ces 20 dernières années par le gouvernement avec l'ouverture des marchés régionaux et internationaux, notre pays donc disposera d'un potentiel d'exportation et d'importation des produits et services pour lesquels nous avons des avantages comparatifs nécessitant donc la mise en place d'un système national de normalisation. La normalisation est un bien d'utilité publique. La cinquième question concerne un projet d'arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain à la mairie de Djibouti. Cette parcelle de 8 hectares et demi sur la route de Venise et la route nationale 1 est destinée à l'implantation d'un parc national. Les occupations se trouvant dans ce périmètre seront indemnisées. La sixième question concerne un projet de décret portant nomination du secrétaire général du ministère de l'économie ainsi que d'autres cadres de ce même ministère. Monsieur Abdelrazak Ahmed Idriss est nommé secrétaire général du ministère de l'économie. Madame Fatouma Ahmed Moussa est nommée directrice générale des partenariats publics-privés. Madame Nasteh Saleh Awale est nommée directrice des affaires juridiques. Et Madame Siman Ali Barre est nommée conseillère technique dans le domaine de l'entrepreneuriat
toujours auprès du ministère de l'économie. Autre actualité de ce 22h, le ministre de la Justice, Moumin Ahmed Cheikh, et le ministre de la Justice du Somaliland, M. Abdelghani Mohamed Ateye, ont co-présidé ce matin l'ouverture d'un séminaire de formation dans la gestion des centres de détention. Eh bien, 10 agents de sécurité dans les centres pénitentiaires du Somaliland seront ainsi formés. Objectif de cette formation est de renforcer la capacité des gardes pénitentiaires du Somaliland. Le ministre de la Justice somalilandais a remercié pour sa part son homologue djiboutien pour l'organisation de cette formation. Et pour sa part, le ministre de la Justice, Moumin Ahmed Cheikh, s'est dit ravi de voir des gardes djiboutiens des centres de détention apporter leur expérience et leur concours aux gardes pénitentiaires du Somaliland. Il s'est exprimé en ces termes. Réunis aujourd'hui avec le ministre de la Justice de la Somaliland pour une session de formation des surveillants pénitentiaires de la Somaliland. L'objectif étant d'assurer un échange d'expérience ou une petite formation à Djibouti sur comment se fait le travail de surveillants pénitentiaires à l'attention des surveillants pénitentiaires du Somaliland. Et j'espère que la formation qu'ils vont bénéficier ici sera profitable à tous et notamment l'échange d'expérience sera profitable aux surveillants pénitentiaires de Djibouti aussi. Et dans notre dossier de ce 22h, nous allons parler des dégradations des infrastructures et des détentes, des lieux de détente, dont notamment Burhanbet, pourtant entièrement refaite avec des pavés et dotée de nouveaux équipements, dont des chaises pour les promeneurs et des lampères. C'est un magazine de la rédaction et un commentaire de Mohamed Abdurrahman. La RTD relatait dans ses journaux la dégradation des infrastructures de détente de la rue Burhanbet, pourtant entièrement refaite avec des pavés et dotée de nouveaux équipements, dont des chaises pour les promenants et des lampadaires. Le reporter mettait l'accent notamment sur l'irresponsabilité de certains de nos concitoyens qui s'en prennent au bien public et le manque de la moindre poursuite dans le cadre de ces actes de vandalisme qui ne sont pas faits en un seul jour. Il a fallu la diffusion de ce reportage à la veille de la rentrée scolaire où surtout l'aire de jeu spécialement aménagée devant la ZPS a été sauvagement saccagée. C'est aujourd'hui chose faite. L'aire de jeu a été entièrement rénovée par les soins du ministère de l'Énergie. La zone en question, qui était en état de réhabilitation, a été remise hier dans un état flambant neuf aux autorités de la ville, en l'occurrence la maire de Djibouti-Ville, Mme Fatouma Awali Ousmane. La cérémonie de fin de travaux a réuni, outre le ministre de l'Énergie, M. Younes Ali Guedi, le ministre de l'Intérieur, M. Hassan Omar Mohamed, le ministre délégué à la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Ramis, ainsi que les responsables du ministère de l'Éducation nationale et la société pétrolière UCIG, société partenaire du ministère de l'Énergie pour la réhabilitation des lieux. Outre la réparation de ces équipements, il a été procédé à la plantation d'arbres et l'éclairage a été remis en état. L'aire de jeu est un lieu de vie qui permet aux enfants de développer leur motricité et leur confiance en soi, de nourrir leur imaginaire et leur relation avec les autres. Aire de jeu constitue un des rares endroits où l'enfant peut se confronter à des équipements spécialement conçus pour lui et s'enrichir de toute une palette d'émotions. Les feuilles d'un chêne, je me suis fait sécher sur la pluie. Il est à espérer que cette fois-ci, ils seront gardés en état et que les responsables de la sécurité publique y veilleront. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Et dans le reste de l'actualité, une délégation de l'Organisation internationale de l'aviation civile est à Djibouti pour une mission de travail. Eh bien, cette délégation a été reçue cet après-midi par le ministre des Transports, M. Mohamed Abdelkader Hilem, en présence de ses collaborateurs, dont le secrétaire général, donc M. Saïd Nouh.
Et le secrétaire général du MENFOP, M. Mohamed Abdallah Mayoub, a dirigé ce matin les travaux d'un atelier de réflexion sur l'éducation des enfants réfugiés. L'événement qui s'est déroulé au Palais du Peuple a vu la participation des officiels de l'ONARS, du HCR, ainsi que des hauts cadres des agences onusiennes et des organisations internationales. Cet atelier de réflexion sur l'éducation des enfants réfugiés vise d'une part à définir une politique inclusive de tous, y compris les enfants à besoins spéciaux, pour leur permettre un accès à une école fondamentale de qualité inclusive où ils acquerront des compétences nécessaires pour s'insérer aisément dans le tissu socio-économique. D'autre part, il s'agit d'apporter par cette formation professionnelle et de maîtrise de nouvelles technologies une contribution à l'émergence d'une société moderne, égalitaire et orientée vers le progrès et le développement. Autre actualité, le Forum mondial de la jeunesse de cette année s'est ouvert sous le haut patronage du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Le forum a réuni sur place 5000 jeunes filles et garçons représentés par 60 délégations issues de 4 coins du monde pour explorer les principaux problèmes de leur génération et déterminer leur rôle dans la résiliation des objectifs de développement mondiaux et de lutte contre le terrorisme. Le premier accès traitera sur la reconstruction des pays et des sociétés sortant d'un conflit, du rôle des dirigeants mondiaux dans la réalisation de la paix, du devoir de la communauté internationale et fournir une assistance humanitaire et de lutter contre le terrorisme. Et cet atelier est dédié à l'engagement des forces de l'ordre de la communauté locale dans la prévention de la lutte contre l'extrémisme violent s'est tenu ce matin au Palace Kempinski. Eh bien, ce forum de 3 jours se déroulera jusqu'au 8 novembre et met directement en scène les acteurs concernés par cette démarche de lutte contre toute forme d'extrémisme à Djibouti, mais aussi dans les pays du membre de l'IGA tels que l'Union européenne. Et l'Union européenne vise à stopper ce fléau qui est lié à une interprétation erronée de l'islam. Autre point important qui est l'absence de forces de l'ordre outillées et ordonnées, mais aussi l'absence de dialogue entre les forces de l'ordre et la communauté locale. À travers plusieurs pays, c'est bien évidemment, et je tiens à le répéter, quelque chose que le gouvernement de Djibouti apprécie beaucoup, de voir que la paix s'installe encore plus, parce que cela nous permettra une meilleure interaction entre les pays membres pour une intégration économique régionale, et c'est ce qui va permettre de développer les activités. Et pour le procureur général, M. Jama Suleiman a indiqué que l'exclusion sociale et le tribalisme conduisent à cet extrémisme violent. Nous l'écoutons. L'engagement des forces de l'ordre et des communautés locales dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent tombe, à mon avis, à point nommé dans la région. La faiblesse de certaines structures étatiques dans la région, l'absence des forces de l'ordre coordonnées, outillées et bien armées, l'absence de dialogue, ça a été rappelé tout à l'heure, qui est fondamental entre les forces de l'ordre et les communautés locales, et ajouter à cela une instabilité régionale, des frontières poreuses, un certain nombre de crimes internationaux, comme le trafic des stupéfiants, les trafics illicites des migrants, la pauvreté, des poches de sous-développement plus endémiques à certains endroits que d'autres. Tout cela pouvait créer un sentiment d'exclusion et pouvait provoquer un sentiment de décrochage et donc conduire, animer et nourrir l'extrémisme violent. Et le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, M. Aboubakar Ahmed Hadi, a participé à la foire internationale Import-Export qui s'est ouverte hier 5 novembre à Shanghai en Chine.
En marge de cette visite de travail, M. Hadi, accompagné de ses proches collaborateurs, a eu une série de tête-à-tête avec des hautes personnalités de la direction générale de SOSCO et Yunnan. Les discussions ont porté sur l'utilisation de Djibouti en tant qu'hub aérien pour le cargo entre la Chine et l'Afrique. Et nous allons parler décentralisation cette fois, puisque le comité technique sur le suivi de l'état des lieux des centres de l'état civil, qui regroupe outre des responsables du ministère délégué chargé de la décentralisation, en charge de ce projet, et en partenariat avec l'UNICEF, les représentants des collectivités locales, de la direction de la population, du ministère de l'Intérieur, à savoir, ainsi que le FUNIAP et le HCR, a tenu une seconde réunion ce matin dans la salle de conférence. Et bien, cette réunion a porté sur la restitution par les consultants nationaux des travaux de terrain sur des lieux des centres d'état civil en République de Djibouti. Et dans le cadre de la lutte contre la soif en zone rurale, sept forages ont été enregistrés à Bissou-Dirou, situé dans la région d'Obok. Eh bien, ce projet, financé par l'Union européenne dans le cadre de l'initiative Sporting Horn of Africa, vise à améliorer l'accès en eau potable en milieu périurbain à Djibouti et dans les régions de l'intérieur. Cette réalisation de modéliser donc les ressources hydrologiques dans la zone de Bissou-Dirou et le résultat sont encourageants en ce moment. Et la directrice du Fonds de l'eau du ministère de l'Agriculture, Madame Souad Suleiman Ahmad, en charge de ces réalisations, nous explique davantage la nature et l'objectif de ce projet de forage. Comme vous le savez, d'abord, la République de Djibouti a fait la maîtrise d'eau une priorité. Cette option politique est dirigée par son Excellence le Président de la République et se manifeste constamment par la mise en place des infrastructures d'envergure, à savoir par exemple l'Okoramen de l'Éthiopie, etc. Donc le présent projet, c'est la mobilisation des eaux souterraines de la plaine de Bissou-Dirou. Et il s'inscrit dans un objectif très précis, c'est-à-dire que le projet, la zone de Bissou-Dirou, la plaine de Bissou-Dirou, présente un fort potentiel en ressources en eau, de bonne qualité d'ailleurs. Donc l'objectif de ce projet, principalement, d'abord, est de déterminer, à travers un modèle mathématique de simulation, le volume d'eau renouvelable par année. C'est-à-dire qu'à la fin de ce modèle, nous pourrons avoir la quantité d'eau qu'on pourra tirer par année. Il a été mené une étude détaillée avec environ une dizaine de forages, dont 7 ont été réalisés dans le cadre de ce projet. Donc actuellement, au jour d'aujourd'hui, les travaux de forage sont terminés. La réception provisoire d'ailleurs nous sommes en train de prononcer la réception provisoire. Les premiers tests de pompage ont donné un débit d'environ 4000 m3. Donc, et le modèle est en cours de finalisation au jour d'aujourd'hui. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'une fois le volume bien déterminé, il est envisagé d'alimenter la ville d'Obok à partir de cet aquifère, tout en couvrant l'alimentation en eau potable des villages de Mouloulé, Godoria, etc. Et dans le cadre du programme de promotion des pratiques sociales durant les premiers 1000 jours de protection de l'enfant, renforçant donc des compétences des adolescents, une formation avait donc pour but comment renforcer les compétences contre la malnutrition. De son côté, un responsable de la santé a indiqué que dans l'avenir, on veut qu'il y ait donc des enfants qui ne souffrent pas de malnutrition en République de Djibouti. Et comme les enfants d'aujourd'hui sont le capital de demain, donc c'est notre responsabilité de faire de nos mieux pour pouvoir créer une génération sans retard de croissance, sans malnutrition, pour que notre pays puisse se développer.
Une écologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons appris avec beaucoup de tristesse et d'émotion le décès survenu ce matin de feu Mouafar Mohamed Mourbel suite à une crise cardiaque. Né en 1965, le défunt a laissé derrière lui une veuve, 3 enfants. Le défunt était le frère de notre collègue Magdi Mourbel, journaliste en arabe. L'ensemble de la RTD adresse leurs sincères condoléances à la famille de Magdi Mourbeli et à sa famille. Nous prions Allah de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de l'année qui domine l'actualité à travers le monde, aux États-Unis, les Américains ont commencé à voter pour désigner leurs députés et sénateurs à l'occasion de l'élection de mi-mandat. Et pour nous en parler en détail, Samatar Saïd, bonsoir Samatar. Bonsoir Ferdous, bonsoir à vous. Qu'en est-il donc de ces élections mi-mandat aux États-Unis? Eh bien Ferdous, les bureaux de vote ont ouvert aujourd'hui à 6 h du matin. Oui, du matin selon les États. Des électeurs ont fait la queue parfois très tôt pour remplir leur langue bulletin de vote en ce premier mardi. Ce scrutin Ferdous général défavorable au président élu, mais Donald Trump pourrait encore faire mentir les consommateurs. Si Donald Trump sont donnés vainqueur, la Chambre des représentants, le Sénat, devrait rester à la majorité républicaine après une campagne où tous les coups ont été permis. Hier, lors de son dernier meeting, comme vous le voyez sur les images, Donald Trump a résumé ainsi les choix s'offrant aux électeurs. Si vous voulez plus de caravanes et plus de crimes, votez démocrate. Si vous voulez des frontières fortes et des communautés sûres, voter républicain. Chez les démocrates, l'ex-président Barack Obama s'est investi personnellement dans la campagne en multipliant les meetings. Pour rappel, dans ce vote, Ferdous, la totalité de la chambre de base du Congrès et la chambre de représentants, 435 élus, sera renouvelée, ainsi qu'une tiers du Sénat, soit 35 sièges sur le 100, mais aussi 36 des 50 gouverneurs et des milliers des élus locaux et divers niveaux. Et cette découverte de 200 charniers selon l'ONU du groupe État islamique qui a découvert à ces jours en Irak. Eh bien, pour tous, il pourrait y avoir encore plus. Parmi ces fosses communes, des découvertes dans les provinces des Niv Kirkou, dans Salahuddin, dans le nord de l'Irak, ainsi qu'à Anbar, dans l'ouest, seuls 28 ont été fouillés et 1258 corps exhumés par les autorités irakiennes. Surnommé Khafsha, le gouffre en arabe, où les habitants racontent que les djihadistes exécutaient chaque jour des dizaines d'Irakiens, notamment des membres des forces de l'ordre. Près d'un an après l'annonce par Bagdad de sa victoire sur l'État islamique, les preuves se rassemblent sur ces sites et seront en centrale estimé le rapport appelant à préserver ce lieu et à mener des exhumations dans les règles. Durant 3 années, Ferdous, les djihadistes ont perpétré des violations systématiques des droits de l'homme, du droit humanitaire, des actes qui peuvent constituer des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et un possible génocide. Et pour terminer, ce matin, nous allons parler du procès du Bardo qui se tient en ce moment, donc en l'absence de victimes françaises. Eh bien oui, Ferdous, 3 ans après l'attaque du musée qui a fait 22 morts, rappelons-le, le 18 mars 2015 à Tunis, le procès des 56 accusés s'est ouvert aujourd'hui devant une cour criminelle à la justice tunisienne. Il a déjà maintes fois reporté pour des questions logistiques le procès de l'attentat du Bardo qui devait s'ouvrir aujourd'hui devant un cour criminel de la justice tunisienne. Sur le banc des accusés, 26 complices présumés de l'attaque qui avaient fait 22 morts le 18 mars 2015 dernier. Et une trentaine de personnes ont été également poursuivies par contumace. Les 2 terroristes qui étaient, rappelons-le, également poursuivis par contumace et qui étaient parvenus à s'introduire à l'intérieur du musée et ont été tués en ce jour-là. L'attaque avait été revendiquée par l'État islamique, le 18 mars 2015, de terroristes Jabr Khashoggi et Yassine Labidi qui a ouvert le feu à proximité puis à l'intérieur de ce haut lieu touristique de la capitale tunisienne. L'attaque s'est poursuivie à 3 heures durant dans l'intervention des forces de l'ordre. Dans la foulée, les autorités tunisiennes ont indiqué et procédant à l'arrestation d'une vingtaine de personnes en affirmant avoir démantelé plus de 80% de la cellule impliquée. Ferdous. Merci Samatar pour tous ces éclairages. Merci également à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.